La civilisation grecque antique est considérée aujourd'hui encore comme l'un des socles les plus influents du monde occidental. Quand nous pensons à la Grèce, surgissent généralement devant nos yeux les dieux de l'Olympe, de grands philosophes tels que Socrate ou Platon et des mythes héroïques racontés depuis des millénaires. Pourtant, si l'on réduit réellement la civilisation grecque à sa mythologie et à quelques célèbres penseurs, l'essentiel demeure souvent caché. Car au-delà des récits divins et des écoles philosophiques, un monde complexe a vu le jour en Grèce, composé de cités-États, de réseaux commerciaux, d'expérimentations politiques, de disciplines militaires et d'un épanouissement culturel. Un monde qui n'a pas seulement marqué son époque, mais dont les idées, les structures et les modes de pensée perdurent encore aujourd'hui. Comment un territoire comparativement petit et géographiquement très fragmenté a-t-il pu exercer une influence aussi durable sur l'histoire, la science, la politique et la culture? Était-ce un hasard si les premières formes de démocratie sont nées précisément ici? Ou était-ce dû aux conditions de vie particulières qui contraignaient l'homme à développer de nouvelles manières de vivre ensemble, de penser et d'agir? Et pourquoi la Grèce est-elle restée, malgré de constants conflits internes, un centre d'innovation et de liberté d'esprit pendant des siècles? Pour répondre à ces questions, nous devons regarder plus en profondeur. Nous devons comprendre les paysages, les cités, le quotidien, les guerres, l'éducation et l'univers des croyances des anciens Grecs. C'est alors seulement que l'on perçoit pourquoi cette civilisation fut bien plus qu'un simple chapitre du passé, et pourquoi son héritage façonne encore notre monde aujourd'hui. Partie 1. Géographie et fondements naturels de la civilisation grecque. L'émergence de la civilisation grecque antique est indissociable des conditions géographiques particulières du pays. La Grèce est située dans la partie sud-est de l'Europe et se compose d'une péninsule très découpée, de nombreuses îles, ainsi que de vastes littoraux le long de la mer Égée, de la mer Ionienne et de la mer Méditerranée. Au nord se trouvent des plaines fertiles, comme la Thessalie, tandis qu'au centre et au sud du pays s'étendent de vastes chaînes de montagnes qui divisent le territoire en de nombreuses petites régions. Ce paysage escarpé eut des conséquences considérables sur le développement du monde grec. Contrairement à d'autres civilisations anciennes, où les grandes vallées fluviales favorisaient l'unité politique, la fragmentation géographique de la Grèce mena au développement de nombreuses communautés autonomes. Les vallées et les plaines devinrent des habitats naturels où se formèrent des établissements qui donnèrent de plus tard naissance à des cités-États indépendantes. Chacune de ces régions développa ses propres particularités culturelles, dialectes et structures politiques, même si les Grecs restèrent toujours conscients de leur origine commune. Au sud de la péninsule grecque se trouvait la région du Péloponnèse, divisée en plusieurs zones plus vastes, telles que la Laconie, la Messénie, l'Élide, l'Achaïe, la Corinthie, l'Argolide et l'Arcadie. En Grèce centrale se situaient entre autres l'Attique, la Béotie et la Phocide, tandis qu'au nord se trouvaient la Thessalie, l'Épire et enfin la Macédoine. La Macédoine occupait une position particulière. Bien qu'elle fût fortement influencée par l'espace culturel grec, des peuples aux langues et aux modes de vie différents vivaient plus au nord, ce qui entraînait régulièrement des tensions et des conflits. Les Grecs désignaient ceux qui ne parlaient pas leur langue sous le terme de barbarois, un concept qui représentait moins une distinction ethnique qu'une délimitation culturelle. La topographie montagneuse rendait le transport terrestre extrêmement difficile. Des trajets longs et pénibles à travers les cols rendaient les échanges par terre lents et laborieux. En conséquence, les Grecs se tournèrent très tôt vers la mer. Les navires devinrent le moyen de transport le plus important pour le commerce, la communication et les échanges culturels. La mer grecque était parsemée d'îles, dont le nombre variait entre 1000 et 6000 selon les critères, mais dont seule une petite partie était habitée en permanence. La Crète était particulièrement importante, berceau de la civilisation minoenne qui avait déjà produit une culture hautement développée bien avant l'époque grecque classique. Le climat de la Grèce était relativement clément, avec des étés chauds et secs et des hivers plus humides. Les précipitations survenaient principalement en hiver et au printemps, souvent accompagnées de vents forts et de tempêtes occasionnelles. Bien que les grands fleuves fissent défaut et que la terre fût aride par endroits, la Grèce disposait de diverses ressources minérales et de suffisamment de richesses pour établir une base économique stable. L'agriculture était possible malgré les conditions difficiles.
surtout grâce à l'élevage et à la culture de plantes résistantes. Les oliviers revêtaient une importance particulière, leurs fruits et leur huile devenant un symbole du monde grec. Parallèlement, les Grecs cultivaient la vigne et les céréales, destinées non seulement à la consommation personnelle, mais plus tard aussi au commerce. Ces conditions géographiques et naturelles façonnèrent durablement le caractère de la civilisation grecque. Elles encouragèrent l'indépendance, l'adaptabilité et l'ouverture au-delà de son propre horizon, des qualités qui allèrent se refléter profondément dans l'histoire de la Grèce. Partie 2. Économie, commerce et colonisation. Les frontières naturelles du territoire grec ont confronté les hommes dès le début à un défi fondamental. La plupart des régions ne disposaient que de surfaces agricoles limitées, et de grands excédents de récoltes, comme dans les vallées fluviales d'Égypte ou de Mésopotamie, étaient difficilement réalisables. C'est précisément de cette pénurie qu'est née l'une des plus grandes forces de la civilisation grecque, le commerce. Au lieu de se limiter à la terre, les Grecs s'ouvrirent à la mer et en firent le centre de leurs activités économiques. Dès la fin de l'âge du bronze, la Grèce commença à s'intégrer dans un vaste réseau commercial. Les Grecs utilisaient leurs navires non seulement pour la pêche le long des côtes, mais aussi pour de longs voyages maritimes. Étape par étape, une forme de mondialisation précoce vit le jour, dans laquelle la Grèce s'éleva au rang de l'une des civilisations les plus importantes du bassin méditerranéen. Par la mer, les cités-États grecs se lièrent à des régions lointaines, échangeant des marchandises, des idées et des influences culturelles, élargissant ainsi continuellement leur horizon. Un facteur décisif de cette évolution fut la fondation de nombreuses colonies. De la péninsule ibérique à l'ouest jusqu'à la mer Noire à l'est, les Grecs établirent des colonies le long des routes commerciales stratégiques. Ces colonies ne servaient pas seulement de comptoirs économiques, mais aussi de ponts culturels entre la Grèce et les autres peuples. Malgré les grandes distances, elles restaient étroitement liées aux cités-mères et adoptaient la langue, les coutumes et les structures politiques grecques. Parmi les principaux produits d'exportation des Grecs figuraient le vin, l'huile d'olive et la céramique. Les vases en argile grecque étaient particulièrement prisés dans toute la Méditerranée et devinrent une marque de fabrique de l'artisanat grec. En échange, les cités-États importaient des céréales et d'autres denrées alimentaires pour nourrir leur population croissante. Cet échange rendit le monde grec fortement dépendant de voies maritimes fonctionnelles et renforça l'importance de la navigation tant pour l'économie que pour la politique. Le commerce a également eu un impact sur le développement interne de la société grecque. La richesse ne provenait plus uniquement de la propriété foncière, mais de plus en plus de l'activité économique et de l'habileté entrepreneuriale. Les marchands, artisans et marins gagnèrent en importance et contribuèrent à l'apparition de nouvelles dynamiques sociales dans de nombreuses cités. L'ouverture économique favorisa en outre l'échange culturel avec des régions étrangères et prépara le terrain aux innovations dans l'art, la technique et la pensée. Ainsi, le commerce devint un pilier fondamental de la civilisation grecque. De la nécessité des ressources limitées naquit un réseau qui relia la Grèce à l'ensemble du monde méditerranéen et contribua de manière décisive à ce que sa culture puisse rayonner bien au-delà de ses propres frontières. Partie 3. Structure sociale et vie quotidienne dans la Grèce antique. Une caractéristique centrale de la société grecque antique était la distinction claire entre les hommes libres et les esclaves. Cette séparation marquait presque tous les domaines de la vie publique et privée et constituait le fondement de l'ordre social au sein des cités-États. Seuls les hommes libres étaient dits considérés comme des citoyens de plein droit. Ils possédèrent des droits politiques, pouvaient participer aux assemblées et jouissaient de la protection des lois de leur polis. Néanmoins, la société parmi les citoyens libres était comparativement égalitaire, l'origine et l'ascendance jouant un rôle moindre que dans de nombreuses autres cultures antiques. Les esclaves, en revanche, ne possédaient aucun droit politique et étaient entièrement sous le contrôle de leurs propriétaires. Ils constituaient une part considérable de la population, estimée selon certaines sources jusqu'à un tiers de l'ensemble des habitants de la Grèce antique. Contrairement à des époques ultérieures, les esclaves n'étaient pas réduits en esclavage en raison de leur origine ethnique. Il s'agissait plutôt, la plupart du temps, de prisonniers de guerre, de victimes de piraterie, de personnes endettées ou d'individus vendus par leur propre famille.
De ce fait, un esclave pouvait être d'origine aussi bien grecque qu'étrangère. Malgré leur statut de sans-droit, la vie des esclaves n'était pas uniforme. Leurs conditions de vie dépendaient fortement du caractère et des décisions de leurs propriétaires. Certains travaillaient dans des conditions rudes dans les mines ou aux champs, tandis que d'autres exerçaient comme artisans, domestiques ou même comme précepteurs. Dans certains cas, les esclaves pouvaient posséder des biens et fonder une famille, bien qu'ils puissent être séparés de leur maître à tout moment. Ces différences firent que l'expérience de l'esclavage en Grèce antique variait énormément. Un autre élément marquant de la société était la différence de rôle entre les hommes et les femmes. Les hommes participaient activement à la vie politique et publique, tandis que les femmes se concentrèrent principalement sur le domaine domestique. Leur tâche principale résidait dans l'organisation du foyer, l'éducation des enfants et la gestion des biens familiaux. Les apparitions publiques des femmes étaient généralement très limitées, et toute participation politique leur était fondamentalement refusée. Néanmoins, elles jouaient un rôle crucial pour la stabilité de la famille et, par conséquent, de la société dans son ensemble. Les conceptions religieuses imprégnaient toutes les couches sociales. Les fêtes, rituels et sacrifices étaient des éléments fixes du quotidien et renforçaient le sentiment communautaire au sein des cités-États. Indépendamment de leur statut social, les gens participaient aux cérémonies religieuses, qui faisaient office d'éléments fédérateurs du monde grec. La société de la Grèce antique était ainsi marquée par des hiérarchies claires, mais aussi par une proximité remarquable entre les citoyens libres. Ce mélange d'ordre social, d'identité commune et de liens religieux contribua de manière essentielle à la stabilité et à la pérennité de la civilisation grecque. Partie 4. Vêtements, vie quotidienne et ordre juridique. Quand nous imaginons l'apparence des gens dans la Grèce antique, beaucoup pensent encore à de longs vêtements blancs comme ils sont devenus courants plus tard dans l'Empire romain. En réalité, cette image est trompeuse. Le vêtement typique des Grecs se distinguait nettement de la toge romaine, qui ne s'est répandue que bien des siècles plus tard. Les Grecs portèrent principalement ce qu'on appelle le chiton, une longue tunique portée aussi bien par les hommes que par les femmes et fixée aux épaules. Le chiton était généralement fait de lin ou de laine et fixé avec des épingles, des fibules ou des ceintures. Alors que les hommes portaient généralement leur chiton jusqu'aux genoux, celui des femmes descendait le plus souvent jusqu'aux chevilles. Une autre forme de vêtement répandue était l'imation. Un drap rectangulaire drapé sur le corps et qui pouvait être porté de différentes manières selon l'occasion. Ces vêtements étaient simples, fonctionnels et adaptés au climat chaud, tout en permettant des variations individuelles. Pour se déplacer, les Grecs portaient le plus souvent de simples sandales. Lors d'occasions festives, ils complétaient dès leur tenue par des bijoux en or, en argent ou en pierres précieuses, qui avaient une importance tant esthétique que symbolique. Le vêtement n'était donc pas seulement l'expression du quotidien, mais reflétait aussi le rang social et l'événement. La vie quotidienne des Grecs était fortement régie par des dispositions juridiques. La loi distinguait clairement entre les citoyens, les étrangers et les esclaves. Seuls les citoyens masculins nés dans une polis et possédant des terres jouissaient d'une pleine protection juridique. Ils pouvaient tester en justice, conclure des contrats et exercer des droits politiques. Les femmes, en revanche, étaient juridiquement le plus souvent sous la tutelle d'un membre masculin de la famille et ne disposaient que d'une marge de manœuvre limitée dans l'espace public. Dans la vie domestique, les femmes jouaient néanmoins un rôle central. Elles organisaient la maison, surveillaient le travail des esclaves et étaient responsables de l'éducation des enfants durant les premières années de leur vie. La maison était considérée comme leur domaine d'action primaire, alors que l'espace public était principalement réservé aux hommes. Cette séparation claire entre vie publique et vie privée a façonné l'ordre social de nombreuses cités-États. Les lois et les traditions veillaient à ce que la cohabitation au sein de la police se déroule de manière ordonnée. Elle créait de la stabilité, définissait les devoirs et les droits et assurait le fonctionnement de la communauté malgré les différences sociales. De cette manière, le quotidien des gens était étroitement lié à la structure juridique des cités-États grecs et constituait une base importante de la vie sociale en Grèce antique. Partie 5. Éducation, instruction et formation intellectuelle de l'homme. L'éducation occupait une place centrale en Grèce antique,
et était considérée comme une condition préalable fondamentale au développement intellectuel et social de l'être humain. Contrairement à de nombreux systèmes organisés par l'État ultérieurement, l'éducation n'était pas initialement une tâche publique, mais incombait principalement aux familles. Dans les foyers plus modestes, les parents instruisaient eux-mêmes leurs enfants, tandis que les familles plus aisées engageaient des précepteurs privés pour offrir à leurs fils une formation plus complète. Dans les premiers siècles, le système éducatif était fortement marqué par le secteur privé et s'est développé sans directives étatiques uniformes. Ce n'est qu'à l'époque suivant la mort d'Alexandre le Grand, durant la période dite hellénistique, que des écoles privées ont de plus en plus vu le jour, où l'enseignement était organisé de manière plus systématique. Cette évolution reflétait l'importance croissante du savoir et de la formation intellectuelle au sein de la société grecque. L'éducation des garçons et des filles différait nettement. Les garçons recevaient une éducation polyvalente comprenant la lecture, l'écriture, la littérature et la récitation de poèmes. La musique y jouait un rôle important, car elle était considérée comme un moyen de formation du caractère. En outre, l'exercice physique et l'entraînement militaire étaient jugés indispensables. Le système de Sparte était particulièrement célèbre, où les garçons étaient soumis dès l'âge de 7 ans à une éducation militaire stricte favorisant la discipline, l'obéissance et la rudesse physique. Les filles apprenaient généralement aussi à lire et à écrire et recevaient des connaissances de base en mathématiques. Cependant, leur formation s'arrêtait la plupart du temps après l'enfance, car on attendait d'elles qu'elles se préparent à leur rôle au sein du foyer. Malgré ces restrictions, de nombreuses femmes disposaient de connaissances de base solides qui leur permettaient de remplir des tâches familiales et économiques. Un rôle particulier était dévolu aux pédagogues, souvent des esclaves instruits chargés de l'encadrement et de l'éducation des enfants. Ils accompagnaient les garçons à l'école, surveillaient leur comportement et les soutenaient dans leur apprentissage. Avec l'apparition des écoles, de nombreux maîtres donnaient leurs cours dans des locaux privés, où ils enseignaient à de petits groupes d'élèves. Parmi les institutions éducatives les plus connues de la Grèce antique figuraient les écoles fondées par des philosophes. L'Académie, créée par Platon, et le lycée, fondé par Aristote, devinrent d'importants centres de pensée. Les élèves ne s'y consacraient pas seulement à des études théoriques, mais participaient également à des activités sportives, comme la lutte, la course ou le lancer du disque. L'éducation était perçue comme un processus holistique devant former à la fois le corps et l'esprit. Vers l'âge de 18 ans, la scolarité des jeunes hommes prenait fin. Suivait ensuite, dans de nombreuses cités-États, une période de service militaire d'1 à 2 ans. Après cela, différents chemins s'ouvraient à eux. Certains restaient dans l'armée, d'autres s'engageaient dans la vie publique ou briguaient une carrière politique. L'éducation n'était pas seulement vue comme un moyen d'épanouissement personnel, mais comme une composante essentielle du bien commun. Dans la vie sociale, l'échange intellectuel jouait un rôle important. Les hommes se réunissaient le soir lors de rencontres où ils buvaient du vin et discutaient de sujets politiques, philosophiques ou quotidiens. Ces conversations étaient considérées comme une forme d'exercice mental et contribuaient à affiner la capacité d'argumentation et la pensée critique. L'éducation en Grèce antique était donc comprise comme une tâche de toute une vie, allant bien au-delà de l'enseignement formel et constituant le fondement d'une participation active à la vie de la cité. Partie 6. Armée, conduite de la guerre et pensée stratégique. La conduite de la guerre jouait un rôle central en Grèce antique, car les nombreuses cités-États vécurent pendant des siècles dans un état de tension politique quasi permanent. Les conflits entre polais étaient fréquents et façonnaient tant l'organisation militaire que l'identité sociale des Grecs. La guerre n'était pas seulement considérée comme un mal nécessaire, mais comme une partie intégrante du devoir citoyen, en particulier pour les hommes libres. L'élément le plus caractéristique de la conduite de la guerre grecque était la phalange. Dans cette formation de combat serré, des fantassins lourdement armés se tenaient épaule contre épaule, avec de grands boucliers et des lances pointées vers l'avant. La force de la phalange résidait moins dans la bravoure individuelle que dans la discipline, la cohésion et le mouvement collectif. Le soldat individuel faisait partie d'un tout, et le succès au combat dépendait du maintien de l'unité de la formation. Les batailles entre cités-États grecs étaient donc souvent décidées par le choc direct de deux formations de phalanges.
Ce type de guerre avait cependant aussi des limites claires. En raison de difficultés logistiques et de ressources limitées, les campagnes de longue durée pouvaient difficilement être maintenues. Beaucoup de guerres étaient donc tranchées par une seule bataille décisive. Ce n'est que plus tard, notamment après les grandes guerres d'alliance, que l'accent s'est de plus en plus déplacé vers d'autres formes de guerre, dont les sièges et les guerres navales. Une évolution majeure de la phalange eut lieu sous le règne de Philippe II de Macédoine et de son fils Alexandre le Grand. Ils allongèrent considérablement les lances, créant ainsi une formation capable de mettre sous pression les troupes ennemies à une distance plus importante. Cette innovation augmenta la puissance de choc de l'infanterie et fit de l'armée macédonienne l'une des forces armées les plus efficaces de son temps. En même temps, la phalange offrait une certaine protection contre la cavalerie, qui était de toute façon d'un usage limité dans le relief montagneux de la Grèce. La plupart des cités-États grecques ne disposaient pas de troupes montées puissantes. La cavalerie joua longtemps un rôle secondaire et n'était utilisée qu'en quantité limitée. Ce n'est qu'après de lourdes défaites que certaines poleis commencèrent à développer spécifiquement leur cavalerie et à l'utiliser de manière plus flexible tactiquement. Néanmoins, l'infanterie resta la colonne vertébrale des armées grecques. Une importance particulière était accordée à la puissance navale. Pour de nombreuses cités-États, notamment Athènes, la flotte était un instrument décisif du pouvoir politique et militaire. Les navires de guerre permettaient non seulement des attaques sur les côtes ennemies, mais aussi la sécurisation des routes commerciales et le contrôle des alliés. Dans les batailles navales, les Grecs misaient souvent sur des manœuvres consistant à éperonner les navires adverses ou à briser délibérément leur formation. La vitesse, la coordination et l'habileté tactique étaient alors d'une importance capitale. Au sein du monde grec, les cultures militaires des cités-États divergeaient nettement. Sparte était considérée comme l'incarnation de la discipline militaire. Toute la vie sociale y était orientée vers la formation des soldats. Le bouclier d'un Spartiate avait une signification symbolique particulière. Le perdre au combat était considéré comme un signe de lâcheté et de déshonneur. Athènes, en revanche, misait moins sur une structure d'armée permanente et se concentrait davantage sur la construction d'une flotte puissante, ainsi que sur l'utilisation de troupes provenant de cités-États alliés. L'organisation militaire de la Grèce antique reflétait ainsi les structures politiques et sociales des poleis respectives. La guerre n'était pas seulement une question d'armes et de stratégie, mais l'expression de modes de vie, de valeurs et de conceptions différentes du devoir et de la communauté. Cette diversité a marqué durablement l'histoire de la Grèce et influencé le cours de nombreux conflits au fil des siècles. Partie 7. Culture, art et architecture. Les accomplissements culturels de la Grèce antique comptent parmi les héritages les plus durables de cette civilisation. Dans presque aucun autre domaine, l'influence des Grecs sur le développement ultérieur de l'Europe n'est aussi évidente que dans l'art et l'architecture. Grâce à leurs vastes relations commerciales, les Grecs sont entrés très tôt en contact avec les cultures de l'Orient, ce qui a mené à un échange culturel intense. Ils ont allié ces influences à leur propre conception de l'harmonie, de la mesure et de l'idéalité, créant ainsi un style unique. Particulièrement célèbre devint la sculpture grecque. Les artistes s'efforçaient de représenter le corps humain de la manière la plus fidèle possible à la nature, tout en cherchant à l'idéaliser. La proportion, l'équilibre et le mouvement étaient au cœur de la création. Les statues ne devaient pas seulement montrer la beauté extérieure, mais exprimer un ordre intérieur et une attitude d'esprit. Cette forme de représentation a posé de nouveaux jalons et influencé l'art pendant des millénaires. L'architecture occupait également une place prééminente en Grèce antique. Les édifices grecs se distinguaient par des lignes claires, des structures symétriques et un lien étroit entre fonction et esthétique. Les temples furent particulièrement marquants, dédiés aux dieux et érigés pour la plupart sur des plateformes surélevées. Ils ne servaient pas seulement à des fins religieuses, mais étaient en même temps l'expression de l'identité des cités-États respectives. Les bâtiments publics, comme les théâtres, jouaient également un rôle central. Ces vastes installations, construites pour la plupart en plein air, pouvaient accueillir des dizaines de milliers de spectateurs et étaient d'importants lieux de la vie culturelle. Un autre édifice caractéristique était la Stoa, un long portique à colonnes couvertes qui servait de lieu de rendez-vous pour le commerce,
les discussions politiques et les entretiens philosophiques. De tels lieux illustrent à quel point l'art, l'architecture et la vie sociale étaient étroitement liés. L'environnement bâti n'était pas un simple décor, mais un élément actif de l'espace public, favorisant l'échange et la communauté. L'influence de l'art et de l'architecture grecque s'étendit bien au-delà de l'Antiquité. Des siècles plus tard, les artistes et penseurs européens, durant la Renaissance, se sont délibérément inspirés de ces modèles. Les principes de l'esthétique grecque furent de nouveau repris et développés, prolongeant ainsi l'influence culturelle de la Grèce jusqu'à l'époque moderne. L'art et l'architecture étaient donc en Grèce antique non seulement l'expression d'une performance créative, mais le miroir des valeurs sociétales. Ils incarnaient la quête d'ordre, de beauté et d'harmonie et contribuèrent de manière décisive à faire de la civilisation grecque un point de référence permanent de la culture occidentale. Partie 8. Religion, monde des croyances et mythologie. La religion imprégnait en Grèce antique presque chaque aspect de la vie. Elle n'était pas un domaine clairement délimité, mais étroitement lié au quotidien, à la politique et aux structures sociales. La religion grecque était de nature polythéiste, et chaque cité vénérait ses propres dieux protecteurs, dont le culte était intimement lié à l'identité de la polis concernée. Les pratiques religieuses possédaient donc toujours un caractère local et étaient administrées par des prêtres ou des prêtresses, qui assumaient souvent parallèlement des fonctions administratives au sein de la communauté. Les sacrifices constituaient des éléments centraux de la vie religieuse. Les Grecs offraient aux dieux des animaux, généralement des bovins, des moutons, des chèvres ou des porcs, afin d'obtenir leur bienveillance ou de les remercier pour l'aide accordée. De tels rituels avaient lieu aussi bien dans le cadre privé que lors de fêtes publiques et servaient à maintenir la relation entre les hommes et les dieux. De grandes fêtes étaient organisées particulièrement en l'honneur des principaux dieux de la cité, comportant des processions, des jeux et des repas communautaires. Outre les prêtres, les voyantes et les oracles jouaient un rôle prépondérant dans la vie religieuse des Grecs. Parmi eux, l'oracle de Delphes était le plus célèbre. La Pythie qui y officiait était considérée comme le porte-parole du dieu Apollon et jouissait d'une grande estime dans tout le monde grec. Les cités-États, les souverains et les particuliers sollicitèrent ses conseils avant de prendre d'importantes décisions politiques ou militaires. Le statut de la Pythie était strictement réglementé. Seules les femmes de Delphes issues de familles respectables pouvaient assumer cette charge, et suite à certains événements, l'âge minimum pour exercer ce rôle fut nettement relevé. Les consultations oraculaires suivaient des rituels fixes et n'avaient là lieu que certains jours du mois. Avant la prophétie, les prêtresses, tout comme les consultants, devaient en se purifier et se préparer. Cet ordre rigoureux conférait aux paroles de l'oracle une autorité particulière et contribua à faire de Delphes un centre religieux prospère et influent. Un élément central de l'univers des croyances grecques était la mythologie. Les récits sur les 12 dieux olympiens et les nombreux héros ne constituaient pas pour les Grecs de simples contes, mais étaient considérés comme faisant partie de leur propre histoire. Les mythes expliquaient la création du monde, les phénomènes naturels et les caractéristiques humaines. Ils servaient en même temps de leçons morales, mettant en garde contre l'arrogance et abordant la gestion du destin, du pouvoir et de la responsabilité. La religion et la mythologie grecque créaient ainsi un cadre culturel commun qui agissait comme un lien par-delà les différences régionales. Elles offraient une orientation, donnèrent du sens et consolidaient le sentiment d'appartenance au sein du monde grec. Dans ce lien étroit entre foi, quotidien et vie sociale se révèle un autre pilier central de la civilisation grecque antique. Partie 9. Littérature, théâtre et langue. La littérature et la langue occupaient en Grèce antique une place exceptionnellement élevée et constituaient un élément central de l'identité culturelle. Les Grecs disposaient d'un alphabet complet de 24 lettres, encore en usage aujourd'hui, qui a influencé la base de nombreux systèmes d'écriture modernes. Avec la diffusion de l'écrit, commença également l'enregistrement systématique de l'histoire, des mythes et des pensées, garantissant ainsi durablement la mémoire culturelle du monde grec. Parmi les œuvres les plus importantes de la littérature grecque figurent les deux grandes épopées, l'Iliade et l'Odyssée. Ces poèmes, fondés sur des traditions orales plus anciennes,
relatent les événements autour de la guerre de Troie, ainsi que le long voyage de retour du héros Ulysse. Pour les Grecs, ces épopées ne représentaient pas seulement des chefs-d'œuvre littéraires, mais étaient considérées comme faisant partie de leur propre passé et façonnaient leur identité en tant que peuple. Elles transmettaient des valeurs telles que l'honneur, le courage, la loyauté et la manière de composer avec le destin. Parallèlement aux épopées, la poésie lyrique devint également une forme d'expression importante. Des poètes comme Hésiode composèrent des œuvres traitant de l'ordre du monde divin, de l'origine de l'humanité et du quotidien des hommes. Ces textes associaient des récits mythologiques à des enseignements moraux et pratiques. Par ailleurs, de nombreuses formes de poésie amoureuse et sociale virent le jour, abordant des sentiments personnels, des pensées politiques ou des thèmes religieux, élargissant ainsi la diversité des formes d'expression littéraire. Le théâtre occupait une place particulière. Les Grecs firent du drame une forme d'art autonome, profondément ancrée dans la vie publique. Tragédie et comédie étaient représentées lors de fêtes religieuses et s'adressaient à un large public. De vastes installations théâtrales comptant des dizaines de milliers de places témoignent de l'importance de cette forme d'art. Les représentations ne servaient pas seulement au divertissement, mais incitaient à la réflexion sur les questions morales, les faiblesses humaines et les conflits sociétaux. La tragédie a atteint une profondeur particulière en Grèce antique. Les dramaturges créèrent des personnages complexes dont les conflits intérieurs et les coups du sort étaient exemplaires de l'expérience humaine fondamentale. Beaucoup de ces œuvres ont été perdues au fil des siècles, mais les pièces conservées montrent avec quelle finesse les Grecs dépeignaient les questions psychologiques et éthiques. La comédie, en revanche, s'emparait de thèmes politiques et sociaux actuels, utilisant l'humour et la satire pour critiquer les dysfonctionnements et lancer des débats publics. La littérature et le théâtre étaient ainsi bien plus que des formes d'expression artistique en Grèce antique. Ils fonctionnaient là comme un miroir de la société, comme un média d'éducation et comme un espace d'expérience commune. Par la langue et la poésie, les Grecs ont créé un fondement culturel qui expliquait, questionnait et soudait leur monde à travers les générations. Partie 10. Sciences, historiographie et philosophie. Avec le développement de l'écrit, commença en Grèce antique une nouvelle phase de conservation du savoir et de la connaissance. L'histoire, qui avait été transmise auparavant principalement par les mythes et les épopées, fut désormais enregistrée systématiquement. L'un des historiens les plus célèbres de cette époque fut Hérodote, qui entreprit de longs voyages pour recueillir des témoignages sur les guerres, les peuples et les pays. Il est considéré comme le fondateur de l'historiographie, même si ses descriptions étaient partiellement marquées par une nette proximité avec la perspective grecque. Thucydide a adopté une approche différente, décrivant en détail la guerre du Péloponnèse. En tant que témoin de l'époque et ancien général, il accordait une grande importance à la représentation factuelle et analysait les causes et les conséquences des décisions politiques. Son œuvre est considérée comme un exemple précoce d'une observation sobre et réaliste du pouvoir, de la politique et de l'action humaine. Il posa ainsi les fondements d'une compréhension plus scientifique de l'histoire. Parallèlement à l'historiographie, la science naturelle s'est développée à partir de la philosophie. Les premiers penseurs cherchèrent des explications rationnelles pour le monde et ses phénomènes. Thalès de Milet s'appuya sur les connaissances d'Égypte et de Babylone et tenta de ramener les phénomènes naturels à des principes fondamentaux. Pythagore, quant à lui, voyait dans les nombres et les relations mathématiques la clé de l'ordre du cosmos et formula des connaissances qui ont encore une importance aujourd'hui. À l'époque hellénistique, Alexandrie devint un centre du savoir. Les savants y collectaient et systématisaient les connaissances mathématiques, astronomiques et scientifiques. À cette période, des théories mathématiques fondamentales furent élaborées et des principes formulés qui façonnèrent la compréhension de l'espace, du mouvement et des lois de la nature. Dans la physique et la mécanique également, les savants grecs firent des progrès significatifs en étudiant les lois des leviers, des fluides et des forces. La médecine a également atteint un niveau remarquable. Hippocrate est considéré comme la figure marquante de cette évolution. Par l'observation précise des maladies et de leur évolution, il créa une base systématique pour la pensée médicale. Il sépara les maladies des explications religieuses et mit l'accent sur l'observation empirique ainsi que sur les principes éthiques dans la pratique médicale.
Beaucoup de ces approches formèrent Crasso la base de spécialités médicales ultérieures. L'influence la plus grande sur le développement intellectuel du monde occidental fut cependant exercée par la philosophie grecque. Dans la phase initiale, dite présocratique, les philosophes cherchaient un principe originel dont tout être serait issu. Certains voyaient ce principe dans l'eau, d'autres dans une matière originelle indéfinie ou dans les plus petites particules indivisibles. Héraclite soulignait en revanche le changement constant de toute chose et décrivait le monde comme un processus de transformation permanent. Avec Socrate, la philosophie a franchi une nouvelle étape. Il posait des questions, défiait ses contemporains et révélait les contradictions dans leurs opinions. Son but était de parvenir à la connaissance par le dialogue et la pensée critique. Bien qu'il n'ait laissé aucun écrit lui-même, il a marqué des générations d'élèves. Après sa condamnation et son exécution, son élève Platon défendit sa pensée et développa ses propres concepts philosophiques. Dans ses dialogues, il se pencha sur les questions de justice, de l'État et de l'ordre idéal. Aristote, un élève de Platon, élargit la pensée philosophique à presque tous les domaines de la connaissance. Il posa les bases de la logique, de l'éthique, de la politique, de la biologie et de la métaphysique. Son approche systématique a façonné la pensée européenne pendant des siècles. Malgré les critiques ultérieures sur certaines de ses hypothèses scientifiques, son influence sur la logique, l'éthique et l'épistémologie resta intacte. La science et la philosophie constituaient donc en Grèce antique un ensemble étroitement lié. La tentative d'expliquer le monde de manière rationnelle, d'ordonner le savoir et de réfléchir à l'action humaine a créé un héritage intellectuel qui a rayonné bien au-delà de l'Antiquité et influence encore aujourd'hui la pensée du monde moderne. Partie 11. L'évolution historique de la Grèce antique. L'histoire de la civilisation grecque a commencé bien avant l'Antiquité classique. Dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ, des mouvements migratoires venant du nord ont débuté, au cours desquels différentes tribus ont pénétré dans le territoire de la Grèce actuelle. Sur une période d'environ 1000 ans, différents espaces de peuplement et groupes culturels se sont formés. Parmi les plus importants figuraient les Ioniens, les Éoliens et les Doriens, qui s'établirent tant sur le continent que sur les îles et posèrent les fondements du futur monde grec. Entre environ 1750 et 1050 avant Jésus-Christ, la Grèce a connu l'apogée de la culture mycénienne. Des centres comme Mycène et Tirynthe dans le Péloponnèse, ainsi que l'île stratégiquement importante de Crète, se sont développés en puissants domaines souverains. Cette société était fortement hiérarchisée et reposait sur un système d'esclavage. Les structures politiques consistaient probablement en de lâches alliances de cités-États, chacune dirigée par des rois. Bien que peu de témoignages écrits subsistent, cette époque a laissé des traces nettes dans la mythologie grecque ultérieure, en particulier dans les récits sur les héros comme Persée, Héraclès et les événements de la guerre de Troie. L'effondrement de la culture mycénienne au XIIe siècle avant Jésus-Christ a conduit à une longue phase de déclin. Au cours des siècles suivants, on assista à des baisses de population, des migrations ainsi qu'à des bouleversements sociaux et économiques. Les découvertes archéologiques suggèrent des guerres et des catastrophes naturelles ayant marqué cette période. Néanmoins, cette période dite des siècles obscurs n'était nullement dénuée d'importance culturelle. De grandes œuvres comme l'Iliade et l'Odyssée y ont vu le jour, montrant que la vie culturelle ne s'était pas arrêtée. Parallèlement, le travail du fer commença à s'imposer, ouvrant à long terme de nouvelles opportunités économiques. Vers environ 800 avant Jésus-Christ, un nouvel essor s'est manifesté. La population a cru rapidement, les cités et les établissements se sont étendus, et la phase de l'époque archaïque a commencé. Durant cette période, de nombreuses nouvelles poleis apparurent, et une colonisation intense mena à la fondation d'établissements grecs dans tout le bassin méditerranéen. Avec l'interconnexion croissante, des alliances politiques, des regroupements religieux et des coopérations économiques entre les cités-États se sont également développées. Ces formes de collaboration ont façonné le paysage politique de la Grèce pendant des siècles. Sparte et Athènes furent particulièrement influentes à cette époque. Sparte développa un système strictement organisé militairement avec 2 rois qui se contrôlaient mutuellement, ainsi qu'un conseil des anciens prenant les décisions centrales. Athènes, en revanche, connut une profonde mutation politique.
Dans la région de l'Attique apparurent d'abord des structures aristocratiques qui furent, plus tard, par des réformes, notamment sous Solon, progressivement transformées en une forme précoce de démocratie. Ces différents modèles politiques menèrent à des tensions qui influencèrent durablement l'histoire de la Grèce. L'apparition de l'Empire perse constitua une césure décisive. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, l'Empire s'étendit fortement sous Cyrus le Grand et plaça également des cités grecques d'Asie mineure sous son contrôle. Lorsque ces cités se rebellèrent avec le soutien d'Athènes, l'Empire perse réagit par la force militaire. La première attaque perse contre la Grèce échoua, malgré la supériorité numérique des assaillants lors de la bataille de Marathon. Cette victoire renforça considérablement la confiance des Grecs en eux-mêmes. Quelques années plus tard, suivit une seconde invasion. Une alliance de plusieurs cités-États grecques s'opposa aux troupes perses. Malgré de lourdes pertes, notamment lors de la bataille des Thermopyles, les Grecs réussirent à remporter des victoires décisives. Le succès de la flotte athénienne à Salamine, ainsi que la victoire des armées alliées à Platée, mirent fin à la menace perse et assurèrent l'indépendance de la Grèce pendant plus d'un siècle. Après ces victoires, Athènes commença à étendre sa suprématie. Sous le couvert d'une alliance, se développa un système de pouvoir athénien qui suscita de la résistance chez de nombreuses cités-États. Les tensions entre Athènes et Sparte débouchèrent finalement sur la guerre du Péloponnèse qui dura presque 3 décennies. Malgré des phases alternées de combats et de traités de paix, le conflit s'acheva par la défaite d'Athènes en l'an 404 avant Jésus-Christ. La ville ne se remit jamais complètement de cette défaite. Au cours des décennies suivantes, la prédominance au sein de la Grèce changea plusieurs fois. Thèbes réussit temporairement à vaincre Sparte et à briser sa puissance. Néanmoins, cette situation instable fit qu'aucune cité-État ne put dominer durablement. La Grèce sombra de plus en plus dans la fragmentation politique et la faiblesse. La Macédoine a profité de cette situation sous le roi Philippe II, qui a vaincu de manière décisive les cités-États grecs en 338 avant Jésus-Christ. Son fils Alexandre poursuivit cet héritage, unifia la Grèce et créa un empire gigantesque s'étendant jusqu'en Asie. Par ses conquêtes, il diffusa la culture grecque bien au-delà de ses frontières originelles et initia l'époque hellénistique. Après la mort prématurée d'Alexandre, son empire se fragmenta en plusieurs États successeurs. Néanmoins, l'influence culturelle de la Grèce resta forte. Des cités grecques virent le jour en Orient, de nouvelles alliances se formèrent et la science, la philosophie et l'art continuèrent de se développer. Finalement, la Grèce passa sous le contrôle de Rome et devint partie intégrante de l'Empire romain. Malgré la perte de pouvoir politique, la Grèce conserva un rôle culturel important, en particulier dans le bassin méditerranéen oriental. Même après la chute de l'Empire romain, l'influence grecque resta perceptible. La région fit partie d'empires ultérieurs et ne recouvra son indépendance politique qu'à l'époque moderne. Les accomplissements intellectuels, culturels et politiques de la Grèce antique ont cependant continué d'agir sans interruption et façonnent encore aujourd'hui le fondement de la civilisation occidentale. La civilisation grecque antique était bien plus qu'un ensemble de mythes célèbres, de penseurs ou d'événements historiques isolés. Elle représentait un agencement complexe de conditions géographiques, de structures sociales, d'expérimentation politique et de créativité culturelle qui s'est développée sur de nombreux siècles. Dans un monde de conflits internes constants et de menaces extérieures, les Grecs ont réussi à créer des formes de vie communes reposant sur la discussion, l'éducation et une identité partagée. Que ce soit dans les cités-États avec leurs différents systèmes politiques, dans les réseaux commerciaux reliant tout le bassin méditerranéen, ou dans les écoles où l'on débattait de morale, de savoir et de vérité, partout se manifestait une quête prononcée d'ordre, de compréhension et de sens. La guerre, la religion, l'art et la philosophie n'étaient pas des domaines séparés, mais faisaient partie d'une vision du monde commune où l'homme était au centre et tentait de saisir son rôle dans le cosmos. Même le déclin de la puissance politique de la Grèce ne signifia pas la fin de son influence. Même sous une domination étrangère, la culture grecque resta vivante et imprégna profondément l'Empire romain. La langue, l'éducation, la science et la pensée philosophique furent transmises et constituèrent la base d'époques ultérieures, en particulier pour le développement intellectuel de l'Europe au Moyen Âge et à la Renaissance.
Aujourd'hui encore, des termes, des idées et des modes de pensée issus de la Grèce antique façonnent notre compréhension de la politique, de la science et de la société. La démocratie, l'historiographie, le théâtre et la réflexion philosophique sont difficilement concevables sans l'héritage grec. L'histoire de la Grèce montre que même un monde géographiquement petit et politiquement fragmenté peut, par l'ouverture d'esprit, la diversité culturelle et le courage de penser, exercer un effet qui traverse les millénaires. C'est précisément là que réside l'importance particulière de cette civilisation. Elle rappelle que le progrès ne naît pas uniquement de la puissance ou de la taille, mais de la capacité à poser des questions, à partager le savoir et à placer l'être humain au centre de sa propre pensée.